terminera un petit peu plus tard ce soir. Donc, nous rattaquons cet après-midi sur effectivement une conférence suivie d'une table ronde. La conférence va porter donc sur les patrimoines diffus et alternatifs comme ressort d'une nouvelle régulation en vue d'un touriste accepté. Et donc, je vais tout de suite céder la parole à Jean-Didier Urbain, qui est anthropologue, linguiste et sémiologue, et lui poser une première question. Est-ce que nous pouvons faire un point sur cette situation que l'on pourrait qualifier de tourismophobie? Dans quel état nous sommes actuellement et cette tourismophobie, à quoi est-elle liée réellement? La parole est à vous. Alors, liée réellement, elle est liée à quantité de facteurs. Je crois qu'il faut se garder, mais on l'abordera sûrement à nouveau dans la table ronde, mais ce n'est pas parce que l'effet est commun, à savoir le rejet du touriste, que les causes, elles, sont uniques. L'unité du rejet ne correspond pas forcément à une unité de cause. Et il faudra sans doute distinguer à l'avenir soigneusement entre xénophobie et ostracisme. Pour un xénophobe, un étranger suffit pour le rejeter. L'ostracisme, c'est autre chose, c'est quand l'autre devient un peu trop nombreux pour être supporté. Vous savez, l'origine de l'ostracisme, c'est ostréa, c'est l'ostréiculture, c'est l'huître, parce que dans les cités grecques, on votait le bannissement du nouveau venu avec une coquille d'huître. Mais on ne le bannissait pas pour sa race, ou sa religion, ou quoi que ce soit. On le bannissait parce qu'il était considéré comme étant en trop ou n'ayant pas sa place dans la cité. Ce n'était pas de la xénophobie. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, mais on approfondira ça sans doute dans la table ronde. Le problème, c'est comment faire face effectivement à ce qui, vu de loin, ressemble un peu à une épidémie, à savoir cette espèce de mépris globalisé et ce rejet globalisé du touriste. En fait, c'est plus le tourisme qui est rejeté que le touriste. Individuellement, le touriste n'est pas franchement haï. Il a plutôt un statut de bouc émissaire par rapport à un phénomène qui, effectivement, crée des situations démographiques complètement disproportionnées. On évoquera le cas de l'Amsterdam. Amsterdam, entre 15 à 18 millions de visiteurs pour 850 000 habitants. On peut comprendre que ça devient difficile de vivre à Amsterdam dans ces conditions. Bon. Et là, les stations balnéaires sont habituées à cela, mais généralement, il y a des pratiques de fuite. Quand l'estivant arrive, le résident s'en va, sauf s'il a effectivement un métier sur place, quoi. J'allais dans mon enfance à Argelès-sur-Mer. Effectivement, je crois qu'on passait de 800 habitants permanents en plein été à 25-30 000 personnes. Donc, c'était quelque chose d'absolument hallucinant et invivable, bien sûr. Donc, répondre à votre question, on essaiera sans doute d'y répondre davantage tout à l'heure en croisant nos regards et nos opinions. Mais pour l'heure, là, ce dont je voudrais vous parler, c'est justement face à ce mouvement anti-touriste, cette tourismophobie qui se multiplie en Europe, notamment dans les villes, mais pas seulement. Il importe peut-être aussi de trouver des issues pour réduire ou pour désamorcer sur le terrain ces tensions qui peuvent conduire à des rejets parfois très violents. On a tous lu dans des lieux divers, Tourist Go Home. C'est ancien, moi je me souviens de l'avoir déjà vu, Tourist Go Home ou Tourisme Fora en Corse dans les années 70, donc ça a bientôt un demi-siècle, ce genre de rejet. Le mépris du touriste, il existe depuis encore plus longtemps. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'idiot du voyage et il est déjà clairement établi en 1850. On a honte d'être touriste à partir de 1850. Quand Flaubert est en Grèce à Delphes, qu'il dit on va visiter cet après-midi la vieille cité comme des touristes. Pour lui, ça veut dire être pressé et être fauché. Voilà. Et on a déjà le mépris du touriste, on a déjà la haine des bandes de cooks qui vont pas tarder à apparaître dans la deuxième partie du 19e siècle, où d'ailleurs fleurissent les métaphores du troupeau, du chien qui pisse dans les ruines, du toutou, du dorifort. Bon, bref, le touriste comme un envahisseur prédateur. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Ce qui est sans doute nouveau, c'est qu'effectivement, il y a des points de cristallisation qui conduisent à des manifestations anti-touristiques comme on n'en a jamais vu. Et là, sans doute faut-il essayer, bien sûr, de comprendre ça, puis aussi essayer d'y répondre. Quelles sont les causes de ce genre de révolte collective face à un envahisseur
dont on ne tient même plus compte de ses avantages, des avantages de la venue, hein, avantages économiques, avantages induits de développement par sa visite. Alors, si vous voulez, on sait qu'à ce vœu d'expulsion, formulé un peu sur tous les murs, de Venise à Barcelone, de Gérone à Bastia ou de San Sebastian à Amsterdam, on sait qu'il y a déjà des dispositions qui ont été prises pour, au fond, calmer ces ardeurs xénophobes ou ostracisantes, et qui sont de deux types. Enfin, ça peut être tout simplement l'obstruction pure et simple de l'accès au site, ou bien la limitation de cet accès. Ça a déjà été fait à l'aide de freins économiques ou à l'aide de limitateurs, je dirais, de fréquences. Bon, comme l'on fait aujourd'hui dans les musées, par exemple, vous allez au musée Magritte à Genève, vous achetez votre billet, et on vous dit vous revenez demain, vous revenez dans 4 heures, vous pourrez passer seulement à ce moment-là. On régule la fréquentation. Donc il y a déjà des mesures prises de ce type. Vous avez aussi le numerus clausus adopté par les Galapagos. Au-delà d'un certain nombre de visiteurs, tout se ferme. Le nombre d'ascensions limité sur le Mont Blanc depuis peu. Bon, vous avez bien sûr comme ça des interventions, je dirais, mais qui ne sont pas nouvelles non plus. Pour mémoire, comme j'ai pas mal travaillé sur les récits de voyage, je peux vous dire que Alain Gerbaud, qui était un navigateur très populaire dans l'entre-deux-guerres, qui avait traversé l'Atlantique sur un petit bateau, réclamait déjà pour la protection de Bora Bora une interdiction de séjour du touriste, voulant simplement qu'il ne soit que de passage. Bon, c'est un petit peu ce que font certaines îles aujourd'hui. C'est comme ça que l'île d'Elbe s'en sort bien, avec une fréquentation très élevée sans pour autant être surpeuplée. Bon. Alors évidemment, on comprend bien que ces initiatives sont souvent... bon, vous avez aussi récemment, vous avez eu ces phénomènes de réservation à distance. Pour monter sur la Tour Eiffel ou pour monter sur l'Empire State Building, il faut réserver 15 jours, un mois à l'avance. Et vous avez vu que ça a même provoqué une grève au pied de la Tour Eiffel, parce que précisément, les ventes directes sont de plus en plus difficiles à obtenir. Bon. Alors, tout ça, dans tous les cas, vise évidemment à créer une régulation, à éviter le débordement, soit au nom de la préservation de l'environnement, soit au nom des limites de la capacité de charge du site. Et on peut comprendre, au fond, que ce soit des mesures qui s'imposent par nécessité. Je dirais que parfois, on peut être un peu plus sceptique. Je veux dire, quand on voit que les entrées des églises à Venise, notamment, sont souvent payantes, et que vous voyez affiché « Touriste respecte le fidèle ». Bon, à croire que le touriste, lui, ne peut pas être infidèle, que le croyant est d'un côté, le mécréant de l'autre, et le mécréant, c'est évidemment le touriste. Bon. On voit bien que là, il y a des discours qui sont un peu, je dirais, glauques, si vous voulez, ou équivoques. Bon. Et donc que ces types de limitations sont parfois passibles de discussion. Alors, il reste que cette hospitalité, donc mesurée, canalisée, limitée, ne peut pas suffire. Elle est forcément limitée à terme, dans certains cas, et peut-être même préjudiciable à la destination sur le plan économique, et qu'il faut peut-être envisager d'autres solutions. Je crois que précisément, il y a un mot qui est employé concernant les flux, qui est le terme de canalisation, qui véhicule toute une image qui est qu'au fond, le tourisme passe par un tuyau. Ce tuyau, il ne peut pas être agrandi, donc il faut forcément ou l'empêcher de l'emprunter ou bien le faire limiter sa circulation dans ce tuyau. Bon, il faut peut-être passer à une autre image maintenant concernant le tourisme, d'où cette expression de patrimoine diffus, c'est-à-dire passer de l'image de la canalisation à l'image de la diffusion ou de la dispersion pour justement éviter des flux trop puissants risquant effectivement, de rendre impraticables ou inaccessibles certains lieux. Alors, qu'est-ce que la canalisation ? Je crois qu'un des grands pionniers en la matière en anthropologie du tourisme, c'est un Américain qui s'appelle Dean McCannell. Et Dean McCannell disait, voilà comment pense un de mes concitoyens, un de mes compatriotes, quand il part en voyage et qu'il va en Europe. Il dit, si je vais en Europe, je vais en France. Si je vais en France, je vais à Paris. Si je vais à Paris, je vais au Louvre. Si je vais au Louvre, je vais voir la Vénus de Milo et la Joconde. Et on pourrait ajouter, et comme de surcroît, j'ai lu le Da Vinci Code, j'irai surtout voir la Joconde. Voilà. Bon, c'est des effets d'entonnoir classiques, ce sont des flux, effectivement, qui font qu'on atteint des proportions absolument
ingérable, je dirais, de fréquentation, qui provoque des sortes d'embolies, je dirais, dans les artères de la ville, dans les artères des musées. Bon. Donc, trouver d'autres solutions, c'est là que peuvent intervenir, je dirais, ce qu'on appellera des patrimoines alternatifs, qui sont au fond, c'est l'idée de créer des attractions, qui sont des attractions de diversion, qui vont favoriser la dispersion, au fond, hors des grands flux traditionnels, pour au moins avoir une population moins compacte, moins dense, éviter les concentrations dans la fréquentation. Ici, si vous voulez, ce tourisme alternatif, il s'oppose bien sûr, s'il est appelé alternatif, ce patrimoine alternatif, s'il est appelé alternatif, c'est bien sûr qu'il s'oppose à d'autres patrimoines. Il s'oppose à d'autres patrimoines, à savoir bon, les patrimoines que nous connaissons tous, les patrimoines existants, officiels, et qu'on pourrait globalement, je dirais, appeler les patrimoines classiques. Les patrimoines classiques, ça comprend quoi aujourd'hui? Bon, d'une part, vous avez tout ce qu'on pourrait appeler les patrimoines référentiels ou historiques, donc avec d'un côté tout ce qui relève du paysage, du monument, et puis de l'autre aussi des patrimoines comme les musées, les bibliothèques, etc. Et puis vous avez aussi dans les patrimoines classiques ce qui est devenu le patrimoine événementiel. Le patrimoine événementiel d'un lieu, ça peut être un patrimoine événementiel traditionnel, style danse rituelle, marché, fête, carnaval, relève de la garde. Et puis d'autre part, des patrimoines événementiels plus récents, tels que festivals, foires et encore, ou événements exceptionnels. Bon. Face à tous ces patrimoines-là, avec lesquels qui constituent quand même très largement le fonds de commerce du tourisme dominant, il y a donc ces patrimoines alternatifs. Et ici, si vous voulez, je vous expliquerai comment j'ai essayé d'en distinguer quelques-uns, quelle a été ma source. Dans ces patrimoines alternatifs, je distinguerai les patrimoines d'un côté qu'on pourra qualifier d'existentiels, c'est-à-dire des patrimoines qui provoquent véritablement une expérience, si vous voulez, chez le touriste. L'expérientiel aujourd'hui est très bien vu en matière de tourisme. Vous n'allez pas seulement voyager, vous allez vivre une expérience. Et d'autre part, ce que j'appellerais les patrimoines narratifs. Bien comprendre que si une ville comme Venise est quand même si fréquentée, ou une ville comme Paris, c'est que ce sont des villes qui ont aussi un patrimoine narratif gigantesque. À savoir que Venise, de Shakespeare jusqu'à Indiana Jones, en passant par Woody Allen, c'est une ville saturée de récits. Où que vous alliez, vous avez des plaques, Jean-Jacques Rousseau a vécu là. L'histoire, aussi bien au sens d'histoire historique qu'au sens d'histoire, au sens de story, de fiction, remplit ces lieux. Et souvent, des lieux ne sont pas attractifs parce que, précisément, ils n'ont pas d'histoire ou qu'ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Donc, dans ces patrimoines alternatifs, j'en ai distingué quelques-uns. Il me semble qu'on en a parlé déjà ce matin, finalement, et ça fait partie, justement, de la valorisation des destinations et du moyen. Ils sont autant de moyens pour disséminer, en quelque sorte, la curiosité du touriste. Le premier, c'est le patrimoine sensoriel, pour moi. Le patrimoine sensoriel, c'est-à-dire que c'est l'appréhension d'un lieu, d'un monde, d'un univers, d'un espace, d'une façon sensible. C'est-à-dire esthétique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ressentir, l'aesthésis. Je dirais que c'est un tourisme émotionnel. C'est un tourisme émotionnel qui convoque d'autres patrimoines, qui sont parfois des patrimoines immatériels. Et je pense par exemple ici au patrimoine nocturne. Un tourisme nocturne, c'est au fond s'aventurer dans la terre inconnue du tiers endormi de l'humanité. Et certaines destinations tentent de développer ce type de tourisme. C'est ça qu'il y a des contraintes. On peut sans doute être à Madrid dehors à minuit en septembre. C'est plus difficile à Vilnius en décembre, bien sûr, parce qu'il fait très froid. Bon, mais vous avez par exemple la nuit, vous avez l'odeur. L'odeur, par exemple, à une époque à Berlin, on pouvait savoir qu'on passait une frontière invisible entre l'Est et l'Ouest parce qu'on sentait l'odeur du charbon l'hiver. Parce qu'à l'Est, on se chauffait au charbon, alors qu'à l'Ouest, on chauffait au gaz ou au fioul. Bon, ce sont des signes. Vous voyez, je suis sémiologue. Qu'est-ce que c'est que la sémiologie? C'est la science des signes. Et au fond,
Ce que demande sans doute un touriste pour satisfaire son désir, c'est d'avoir des signes à lire, donner du sens à ce qu'il fait. Donc ça fait aussi partie des patrimoines à déchiffrer et qui peuvent être proposés. On parlait aussi ce matin de la musique. La musique, ça peut être aussi tout simplement, vous savez, Victor Hugo disait, la musique c'est du bruit qui pense. Une ville, c'est aussi, par exemple, un bruit reconnaissable. Hein, donc ce n'est pas que la musique composée, classique, il y a aussi une musique du quotidien qui est un patrimoine à valoriser, qui n'est pas valorisé. Parfois aussi inaperçu, oublié par les autochtones eux-mêmes. On peut parler aussi de la lenteur, on parlait de la fraîcheur avec le réchauffement climatique. Vous avez un éditeur à Paris qui s'appelle Parigramme qui a édité un guide qui est où trouver du silence dans Paris. Peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on trouvera peut-être un jour un guide où trouver de la fraîcheur dans Paris. Et ça fera partie aussi du patrimoine et des charmes de la destination. Premier patrimoine. Deuxième patrimoine, c'est le patrimoine quotidien. Patrimoine quotidien, là, cette fois-ci, ce n'est plus un tourisme sensible, c'est un tourisme ethnographique. Un tourisme qui s'intéresse aux pratiques qui constituent le quotidien d'une destination. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, avec les gritters, autour des phénomènes des gritters, on semble découvrir ce phénomène, cet intérêt, cette attraction, ce patrimoine, alors qu'en fait, dès la fin des années 90, des guides comme Autrement sortaient toute une série de guides qui ne vous parlaient absolument pas, par exemple, de Rome. À Rome, on ne vous parlait pas du Vatican ou de la chapelle Sixtine, on vous parlait de l'endroit où les Italiens vont acheter leurs tomates séchées, où les Italiens prennent leur apéritif, etc. On transformait en attraction une quotidienneté qu'habituellement on traversait, ou qu'on ignorait. Évidemment, il ne s'agit pas de confondre ce type de tourisme ethnographique avec tout ce qui est de l'ordre de la folklorisation, du style Marchand des 4 saisons artificiellement ressorti à Paris ou Orgue de Barbarie et choses comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est voir comment les gens vivent là où vous êtes. Bon. Le troisième patrimoine, moi j'appellerais ça le patrimoine excentrique. Le patrimoine excentrique, c'est-à-dire celui qui échappe quelque part à la nomenclature officielle en termes de monuments, qui a l'avantage de créer une sorte de tourisme confidentiel. On va en des lieux qu'habituellement on ne visite pas. Bon. Donc ça, là aussi, le phénomène gritters est très important dans la mesure où les gritters sont des gens, des médiateurs qui introduisent à des lieux qu'habituellement on ne visite pas. Il y a un quatrième patrimoine que j'évoquerai aussi dans les patrimoines alternatifs, ce que j'appellerais le patrimoine domestique. Ici, c'est en fait le patrimoine qui est à la disposition de l'habitant même de la ville, c'est-à-dire une invitation pour l'habitant à devenir touriste chez lui. Et c'est quelque chose qui marche très très bien, à Paris en tout cas. Vous avez des guides d'arrondissement. Et pour avoir tenté moi-même l'expérience, j'ai acheté un guide d'un arrondissement et j'ai été sur les pistes. On était très nombreux sur ces pistes. On se croisait avec le même guide dans les mains et on découvrait notre propre ville. Et j'ajouterais que c'est un élément important que d'être touriste chez soi. Ça permet aussi de comprendre peut-être mieux le touriste qui vient chez vous. Il y a quelque part une altérité qui s'effondre. Quand on est soi-même, on a fait soi-même l'expérience d'être touriste chez soi. Enfin, dans le tourisme existentiel, j'aurais tendance à en ajouter un à nouveau, pour ce qui est de ma typologie. J'appellerais ça le tourisme intime, et c'est à Josette Sixic que je dois d'avoir découvert cette chose. C'est cette émergence de ce qu'on appelle les blue zones, c'est-à-dire des zones du monde où on a remarqué que les gens vivaient plus vieux. Alors il y en a 7 ou 8, je ne les ai plus tous en tête, 5, voilà, mais vous voyez, il y a un concept qui est né là. On peut se rendre attractif parce qu'on vous promet quelque part une sorte de jouvence ou de longue vie. Et quelque part, pour moi, anthropologue, ça signifie beaucoup dans la mesure où, quelque part, j'ai toujours été convaincu qu'on voyageait surtout pour se rencontrer soi, que la première et dernière des destinations, c'était nous-mêmes. Et là, au fond, c'est le cas, parce que finalement, le patrimoine qui nous intéresse le plus, c'est notre patrimoine, à nous, génétique, interne, notre état de santé, notre métabolisme, et que si on peut trouver un lieu qui nous garantit de sauver ce patrimoine, on ira. Bon, tout cela, ça recouvre, je dirais, les patrimoines,
je dirais, existentiel. Et puis à côté, combinable avec tous ces patrimoines, il y a ce tourisme narratif. Et là, ça, je veux insister sur ce tourisme-là, parce qu'au fond, vous avez tous entendu parler des storytelling. Maintenant, ce goût, ce désir, ce manque de narrativité que revêt parfois la vie, le storytelling nous l'apporte. Et je pense qu'on a dépassé le stade d'un touriste qui était là pour observer, un touriste de destination. Il veut beaucoup plus que cela, il veut une histoire. Il veut qu'on lui raconte une histoire. Et pas forcément une histoire vraie, hein, mais une histoire qui donne du sens au lieu où il se trouve. C'est pas pour rien que certains départements se battent pour obtenir le tournage de tel ou tel feuilleton. Hein, il y avait cet Anglais qui avait écrit Une année en Provence il y a quelques années, qui a provoqué un afflux considérable, hein, de visiteurs. Le Da Vinci Code n'est pas pour rien dans le regain d'intérêt que portent les Américains à l'église Saint-Sulpice à Paris, ordinairement peu visitée, parce qu'il y a une scène de meurtre qui se passe dans cette église, pardon. Bon, je dirais que la narrativité, c'est un patrimoine. Je crois que quelqu'un de Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, on a bien l'itinéraire Blaise Pascal. Je crois qu'à Auxerre, on a l'itinéraire Cadet-Roussel. Bon, etc., etc. C'est vrai que dès lors que une dimension romanesque, si vous voulez, s'empare du réel, ce réel change de qualité, il change d'intérêt, il est plus désirable parce qu'il a du sens. Alors, à l'appui, si vous voulez, de cette distinction de patrimoine, en fait, je me suis surtout servi on aurait tort de les négliger, l'évolution des guides imprimés. Si vous voulez, les guides sont de parfaits indicateurs de tendance, parce qu'il y a énormément d'interactions entre les guides et leurs lecteurs. Pour connaître avec Josette, d'ailleurs, Pierre Josse, on sait l'importance du courrier, hein, au guide du routard, reçu chaque mois, chaque semaine, chaque jour, qui montre bien ce que les gens veulent, ce que les gens déplorent, et donc un ajustement, hein, permanent, je dirais, des guides à leur lectorat qui indique bien une tendance ou les évolutions. Donc pour ce qui est des guides, si vous voulez, concernant le premier patrimoine, donc qui est le patrimoine alternatif existentiel sensoriel, j'ai trouvé, justement, je vous ai dit où trouver le calme à Paris, où s'embrasser à Paris, mais on peut trouver aussi un guide comme le Petit Futé qui a fait un guide de la nuit, hein, le goût de Séville au Mercure de France, ou encore Paris à pied, Toulouse à pied, Tours à pied, Fédération française de randonnée pédestre, qui introduit donc une pratique finalement plutôt de plein air au cœur de la cité. Et ça, c'est véritablement un tourisme alternatif. Pour ce qui est du patrimoine quotidien, je dirais, outre le guide autrement, je voulais juste vous signaler, pour vous montrer qu'il y a quand même, il n'y a pas forcément quelque chose de bien nouveau sous le soleil, mais que les choses s'amplifient, c'est que déjà en 1978, Michel Savignon, un géographe, avait écrit un guide touristique qui s'appelait « La Grèce sans monument ». La Grèce sans monument, tourisme ethnographique. Vous allez en Grèce, mais c'est pour voir les Grecs et pas seulement leurs ruines. Bon, ça change effectivement complètement l'univers référentiel, je dirais, du touriste. Pour ce qui est des patrimoines excentriques, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de la fin des années 90, il y a beaucoup de guides qui ont englobé, outre leur destination, les alentours. Les alentours, c'est-à-dire, par exemple, Venise et ses villas palladiennes, Lille et ses alentours, la banlieue de Paris, le guide du routard, a eu un succès formidable, notamment d'ailleurs auprès des Parisiens, mais c'était véritablement... Donc là, ça ouvre aussi sur un tourisme endogène, hein, domestique, mais aussi sur un tourisme du quotidien. Vous avez aussi les guides des cimetières, hein, des guides des cimetières de France. Bon, ayant travaillé pas mal sur ces lieux, certains sont devenus vraiment très touristiques. Amiens, par exemple, est pas peu fier d'avoir le tombeau de Jules Verne, hein, dans ses sépultures. C'est une attraction à part entière. Pour les patrimoines excentriques, hein, la Chine à Paris aussi, ou les guides du Paris mystérieux, du Versailles mystérieux, de la France mystérieuse, de la Provence mystérieuse, ça qui étaient vraiment des ouvrages pionniers en la matière, parus dans les années, fin des années 60.
Bon, il y a là effectivement aussi des guides qui nous indiquent, vous voyez, là il y a un autre patrimoine, un patrimoine alternatif, qui touche aussi les friches industrielles, les égouts, les catacombes, etc., les espaces souterrains, etc., etc. Bon. Pour ce qui est effectivement du patrimoine domestique, je vous l'ai dit, c'est le guide, la prolifération des guides à usage interne apparu non seulement à Paris, mais il y en a aussi dans les grandes villes comme Lyon ou Toulouse. Vous avez des guides de la ville à usage interne, à usage des habitants. Et pour ce qui est bien sûr des patrimoines narratifs, outre les guides noirs, vous avez, ma foi, toutes ces... Attention, le patrimoine narratif, ce n'est pas le patrimoine littéraire, hein, ce n'est pas la même chose. Hein. Le patrimoine narratif, c'est le fait qu'une histoire est vraiment associée à un lieu et que, indéfectiblement, on va dans ce lieu parce que cette histoire nous y a porté et qu'on veut en quelque part la revivre. Parfois, c'est inavouable, hein, si vous voulez. Une fois, j'ai eu un thésard, un doctorant, qui avait fait une thèse sur l'Himalaya, hein, et il n'a pas osé avouer quand même qu'il était parti en Himalaya parce qu'il avait lu Tintin au Tibet. Hein. Effectivement, c'est mieux si on a lu Alexandre Davinel, c'est une origine plus noble, sans doute, mais peu importe. Hein, l'important, c'est l'histoire qui nous porte, hein, et qui donne du sens au monde. Alors, je dirais, pour finir cette présentation donc, des patrimoines alternatifs, bien sûr, il faut les dénombrer, les repérer, et je pense que la liste est ouverte. Hein, la liste est ouverte. À chacun, sans doute, de concevoir ce qui potentiellement peut devenir attractif. Hein. À chacun d'inventer, hein, mais au sens où on invente une grotte, c'est-à-dire qu'on la découvre. Hein, il ne s'agit pas de créer de toute pièce, hein, un patrimoine, avec du mensonge, etc. Mais de donner du sens, hein, au monde. J'ai oublié de vous citer d'ailleurs dans les patrimoines narratifs qu'il y a même un guide de Venise sur les traces de Corto Maltese, hein, c'est-à-dire ce héros de bande dessinée. Donc, c'est même pas la vérité ou la réalité du héros qui importe. C'est la dramaturgie qu'on injecte dans le lieu qui le rend attirant. Hein. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. On a dépassé, je crois, ce stade touristique de la curiosité purement observationnelle, je dirais. Hein. On veut plus que ça. On veut déchiffrer une trame narrative, une histoire qui structure un univers. Donc, maintenant se posent deux questions. C'est comment valoriser, bien sûr, ces nouveaux patrimoines. Le guide, lui seul, n'est pas suffisant. Il faut sans doute se trouver des médiateurs. Actuellement, il y a une recherche qui est menée par une de mes anciennes étudiantes sur Paris, à la demande de la mairie de Paris, et sur l'importance justement des associations, des guides bénévoles ou pas, pour faire visiter Paris de l'intérieur par un indigène qui raconte son lieu. Et c'est là qu'on voit à quel point le patrimoine narratif est important, parce que ce que raconte souvent ce Gritters ou pas, cet indigène qui guide, c'est son histoire personnelle associée au lieu. Et les visiteurs adorent cela. Ils ne veulent pas de l'histoire au sens historique du terme, mais ils veulent de l'histoire au sens quasi biographique du terme. Chargé d'émotions, chargé de souvenirs. C'est plus du souvenir d'ailleurs que de la mémoire. Hein. Et ça fait partie je dirais, des questions que pose fondamentalement ce type de patrimoine alternatif, c'est-à-dire qu'il faut trouver ces médiateurs. Il faut trouver des gens qui peuvent les porter et les valoriser. Un des grands problèmes, et on l'abordera peut-être, à l'origine sans doute de la tourismophobie, c'est le peu d'impact que peut avoir le tourisme pour certains habitants, qui se sentent complètement étrangers, hein, à un phénomène qui les submerge. Avec le tourisme participatif de ce genre, avec des gritters, mais aussi des associations, des gens qui tout simplement accueillent, quand ils voient un étranger dans la peine pour trouver sa route, sont prêts à l'accompagner, à lui expliquer, etc., à lui déconseiller telle mauvaise boulangerie, lui dire « Tenez, vous êtes anglais, vous prenez une fois de plus du Bordeaux, prenez du Bourgogne ». Bon, ça fait partie, je dirais, sans doute d'un désamorçage, cela. C'est un travail de base, et d'un désamorçage de ces tensions, hein, qui surgissent aujourd'hui, parce que très souvent les habitants ne se sentent absolument pas impliqués ou concernés par cette foule qui arrive, hein, par ces visiteurs. Hein. Ils les voient strictement comme des éléments étrangers, des intrus, et rien de plus.
Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de contact. En plus, si vous voulez, comme on est entré aussi dans l'ère du cybertouriste, c'est-à-dire un touriste qui a plus d'électronique embarquée qu'un Airbus de première génération, avec un GPS qui a finalement une utilité, bien sûr, on ne se perd jamais avec un GPS, mais avec un GPS, on ne demande jamais son chemin non plus. Avec des prothèses comme ça, qui finalement annihilent les contacts potentiels, etc. Il faut penser aussi à cela, dans la mesure où quand même, quand on parle de tourisme, qu'on vend du voyage et du tourisme, c'est du plaisir qu'on promet. C'est du plaisir qu'on promet, c'est du désir, c'est du contact, c'est de l'échange partagé si possible, et que bien souvent, c'est pas du tout ce qui se produit. Alors, bien sûr, je pense qu'il est important que les patrimoines alternatifs soient pensés aussi dans ce cadre, c'est-à-dire en tant qu'ils peuvent être portés par une implication locale, par une implication des habitants eux-mêmes, qui peuvent être potentiellement eux-mêmes touristes chez eux, mais qui peuvent en plus être aussi des médiateurs ou des ambassadeurs. Enfin, en conclusion, je dirais que les patrimoines alternatifs, je vous l'ai dit, appartiennent à une liste ouverte. Il va de soi que certains patrimoines alternatifs finiront par devenir des patrimoines classiques. Ils vont se normaliser, se banaliser, etc. Mais c'est à charge pour les gens responsables, je dirais, du développement touristique, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il soit, d'être toujours créatifs, de toujours être à la recherche de nouvelles formes d'exploration et d'intelligence, de relations d'intelligence avec le monde et les gens. Le tourisme, c'est sans doute ce qu'on a inventé de mieux, je dirais, pour les relations entre les hommes. Ce serait dommage de gâcher cet outil relationnel parce qu'on ne prend pas assez soin ou on n'a pas assez d'écoute, je dirais, des désirs des uns et des autres. Désir de rencontre, désir d'échange, désir d'accueil, désir d'hospitalité, etc. Bon. Enfin, comment identifier, bien sûr, ces tourismes alternatifs, ces patrimoines alternatifs? C'est pas facile, effectivement. C'est pas facile parce que souvent, on prête aux visiteurs des intentions ou des intérêts qu'il n'a pas. Et je finirai, je dirais, par 2 anecdotes qui peuvent servir de base de réflexion. La première anecdote, c'est un journaliste de France 3 qui me l'a raconté. Il faisait une enquête justement sur des Indiens touristes qui faisaient du BRICS, donc qui faisaient un tour des pays méditerranéens et qui faisaient Italie, Espagne, France, et qui finissaient leur voyage par Marseille. Et le guide qui les reçoit à Marseille leur fait visiter Marseille, le Mucem, le Vieux-Port, la Bonne Mère, etc. etc. Bon, et au bout d'un certain temps, il constate une certaine lassitude chez ces touristes. Et il leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette ville ne vous intéresse pas? Et pourquoi êtes-vous venu ici à ce moment-là? Et les Indiens lui ont répondu, mais nous, ce qu'on veut, c'est aller à la gare. Et pourquoi voulez-vous aller à la gare? Parce que nous, on veut voir le TGV. Leur patrimoine à eux, ce qui les attirait en France, c'était le TGV. C'était pas la Bonne Mère et c'était pas le Vieux-Port. Et ça, évidemment, ce sont sans doute des attractions éphémères, mais il faut bien avoir conscience que ce qui est notre patrimoine n'est pas forcément quelque chose de désirable pour l'autre. C'est ce que j'aurais tendance à appeler, en tant qu'anthropologue, la vanité de l'indigène. Vous savez, moi je suis du coin, c'est pas vous qui allez m'apprendre ce qui est bien chez moi et ce qui n'est pas bien. Ben si, justement. Pourquoi croyez-vous que les signalisations en ville sont si mal faites? Parce qu'en général, elles sont faites par ceux qui y vivent. Alors il faut demander effectivement à un étranger de venir, mais montrez-moi où vous vous perdez, pourquoi vous vous perdez. Ça, c'est de la sémiologie appliquée, vous voyez, c'est comment ou bien placer les signes. Bon. Et puis, il y a aussi le fait, c'est qu'effectivement, identifier les patrimoines alternatifs, c'est d'une part se pencher vers des réalités a priori minorées par notre culture, mais c'est aussi peut-être faire appel à des compétences extérieures pour identifier les choses. Il y a un très bel exemple qui m'avait été raconté, c'était l'histoire d'un Congolais agrégé de grammaire, féru de lettres françaises et de lettres latines, qui pour la première fois vient à Paris. Il vient à Paris et donc ses hôtes s'empressent de lui faire visiter Paris tel qu'il l'entend, c'est-à-dire qu'il fait la grande tournée du Sacré-Cœur à la Tour Eiffel, de Notre-Dame au Panthéon.
Et un autre Congolais, il commence à en avoir marre, parce que ça, il l'a déjà vu 100 fois, ne serait-ce qu'en image, et ça ne lui apporte pas ce qu'il vient chercher. Finalement, ils arrivent place de la Concorde, mais ce n'est ni le Parlement d'un côté, ni la Madeleine de l'autre, ni même l'obélisque qui retient son attention. Ils regardent fixement le sol. Et qu'est-ce qu'il voit au sol? Au sol, il voit des dalles. Et pour lui, les dalles, c'est le signe même de la latinité de notre culture. Et ça l'intéresse. Et nous, on marche dessus, on ne se rend même pas compte que ce sont des signes de notre latinité. Bon, c'est ça aussi être sémiologue, c'est ça aussi peut-être essayer d'identifier les attentes du touriste. Et personnellement, j'ai un souvenir de voyage, la première fois que je suis allé au Maroc, on m'a fait exactement le même coup à Rabat, donc j'ai vu le palais, j'ai vu le monument Hassan, etc., etc., etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'en avais marre. Fort heureusement, mon hôte s'est arrêté pour faire le plein avec sa voiture devant l'entrée d'une caserne. Et cette entrée de caserne, elle était peinte en rose, avec des femmes voilées de toutes les couleurs qui passaient devant. J'ai trouvé ça fabuleux. Et j'ai essayé d'expliquer, et c'est là qu'on voit la difficulté, j'ai essayé d'expliquer à mon hôte que si un responsable de caserne en France se mettait à peindre en rose son entrée, il irait ou au violon ou en asile. Parce que là, il y a une différence culturelle qui se dit radicalement, mais lui, Marocain, ne la voit pas. Nous sommes très aveugles de notre propre quotidien. Donc, le conseil d'un regard étranger est toujours le bienvenu. Et ça, je dirais, je ne saurais que vous encourager, tous, dans une ville universitaire ou autre, de mettre des étudiants à travailler sur ce genre de choses. Développer cette recherche, voire la financer par des différents intermédiaires. Mais je crois qu'on en est au début seulement de l'identification de la psychologie du voyageur touriste. D'ailleurs, pour simplifier les choses, je vous rappelle que l'anthropologie, avant, on appelait ça la psychologie générale. C'est-à-dire que c'est une science tournée vers le décryptage des sensibilités, des mentalités, des façons de penser. Et au fond, ce qui est intéressant aussi, on ne peut pas négliger le touriste et sa façon de penser. Quand même comprendre que sans le tourisme n'existerait pas. Voilà. Merci. Merci Jean-Didier. Je vous invite à venir prendre place. Nous avons démarré la table ronde par cette belle entrée en matière et donc on a bien compris qu'effectivement il s'agissait de faire sortir un petit peu les professionnels de ce que l'on appelle leur catalogue traditionnel, de devenir plus imaginatifs et quelque part peut-être de créer ce fameux désir du plaisir. Je ne fais que reprendre vos termes, cher ami. Cette table ronde donc va porter effectivement sur la manière dont il faut gérer l'envie, associer le plaisir à l'expérience du voyage, voir comment les uns et les autres dans vos expériences respectives, eh bien, vous arrivez à gérer cette problématique. Alors soit parce que vous avez déjà de la surfréquentation sur vos sites, soit parce que vous n'en avez pas encore, mais vous êtes absolument vigilant là-dessus. Donc, j'aimerais m'adresser à Nicolas Martin pour l'Office de tourisme donc, de Bordeaux Métropole, de savoir comment, monsieur le directeur, sur votre zone à vous, qui est une zone de tourisme urbain, permettez-moi de la qualifier ainsi, quelle est la vision et la stratégie que vous avez mis en place, peut-être pour ne pas générer de problématiques, c'est-à-dire d'avoir été véritablement dans une politique d'anticipation plutôt que de subir éventuellement des contraintes. Alors, d'abord, effectivement, aujourd'hui, globalement en France, on n'a pas de problème de surtourisme. Je dis globalement, il peut y avoir quelques exceptions. Après, vous avez des territoires, je pense par exemple à Paris ou à Nice et à la Côte d'Azur, qui globalement font du tourisme depuis des siècles. On a l'habitude d'avoir des visiteurs, c'est une partie de leur économie. Et vous avez d'autres territoires, dont Bordeaux fait partie, pour qui c'est nouveau. Bordeaux est passé en 15 ans de 2 millions à 7 millions de visiteurs par an. Et là, évidemment, se pose la question à un moment donné, comment on fait effectivement pour qu'il n'y ait pas de phénomène de rejet. Ça n'est pas majoritairement le gagne-pain des habitants, des Bordelais, contrairement à une ville comme Biarritz, à Deauville ou à la Côte d'Azur ou à une station de ski. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de grandes villes et à Bordeaux en l'espèce. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas ce sentiment d'envahissement? Comment on fait pour continuer à accueillir des visiteurs parce que c'est de l'économie, c'est de l'emploi, et puis c'est aussi une richesse culturelle, mais sans susciter, effectivement, sans arriver à des problématiques, alors à la barcelonaise ou Amsterdam, encore que là aussi, comparaison n'est pas raison, on est sur des cas de figure, je crois que Jean-Didier Urbain le disait tout à l'heure, et Josette Sixic, qui sont très différents. Amsterdam et Barcelone, par exemple, ils ont un tourisme festif. Des jeunes qui viennent de toute l'Europe pour picoler, pour faire la fête, pour fumer des herbes exotiques, voire plus si affinité.
On n'a pas ça en France. On n'a pas ça en France parce que dès qu'en France, un bar fait un peu trop de bruit, on le fait fermer. Et puis que sur les Ramblas, un Morito coûte 4 €, il vaut 12 € chez nous. Donc ce tourisme-là, on ne l'a pas en France. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, en tout cas, c'est comme ça. Donc ce tourisme qui est, lui, qui pose de vrais problèmes, mais on a d'autres formes de tourisme qui, quand il y en a trop, malgré tout, sont effectivement source de déséquilibre, notamment urbanistique. Je ne vais pas ouvrir le débat Airbnb parce qu'il est suffisamment ouvert par ailleurs, mais c'est évident que c'est un sujet. Alors après, finalement, il faut travailler sur deux leviers, puisque pour qu'il y ait confrontation, il faut qu'il y ait deux parties. Donc il y a un levier habitant. Comment on fait en sorte que les habitants acceptent mieux, acceptent bien et avec le plaisir tous ces visiteurs? Et le levier visiteur, comment on fait pour que ces visiteurs s'insèrent bien dans l'économie touristique, s'insèrent bien dans la ville ou dans la cité ou dans la région ou le département, sur le territoire. Donc on a essayé de travailler sur ces deux leviers. Le premier levier, c'est les habitants. Les habitants, globalement, je crois que l'une des clés, c'est de leur montrer finalement que le tourisme, ce n'est pas uniquement l'affaire des professionnels du tourisme. En d'autres termes, effectivement, les touristes, ils ne sont pas juste là pour faire travailler les hôteliers, les vendeurs de glace, le petit train, le car cabriolet, ou tous ces professionnels du tourisme, évidemment qu'on en a besoin, mais que les touristes, finalement, ils peuvent contribuer à tout un équilibre, à tout un écosystème, au-delà de ce dont c'est le gagne-pain de façon directe. Et pour vous donner un exemple à Bordeaux, depuis 3 ans maintenant, on a associé, non sans difficulté quelquefois politique pour le coup, toute la scène rock locale. On a énormément de groupes de rock à Bordeaux depuis très longtemps. On est une des villes en pointe sur ces sujets-là et on avait là une mine d'or dont on ne se servait pas. On commence à travailler avec tous ces groupes et depuis 3 ans, la plupart de nos opérations de promotion à l'international, c'est évidemment, parce qu'on est connu pour ça dans le monde entier, une dégustation de vin de Bordeaux, parce que c'est notre ADN, c'est notre histoire. Mais en plus de la dégustation de vin de Bordeaux, on fait venir un groupe de rock bordelais pour montrer que Bordeaux, c'est pas que du bon vin, c'est pas que de l'architecture du XVIIIe siècle, mais qu'il y a aussi une scène créative. Et ça a 2 mérites. Le premier, c'est que pour le coup, on attire aussi une clientèle un petit peu différente qui ne vient pas uniquement pour boire du bon vin et pour uniquement découvrir cet univers-là, mais qui vient pour découvrir d'autres richesses. Et peut-être surtout, on est maintenant bien identifié dans l'écosystème culturel à Bordeaux, le tourisme comme étant une locomotive et quelque chose qui peut les aider à percer, à vendre des disques en espèces, ou en tout cas à vendre peut-être, en tout cas, voilà, à exporter un petit peu leur musique ou leur art, quel qu'il soit. Et pour vous donner juste un exemple, on a commencé à travailler, le premier avec qui on a travaillé sur ces sujets-là, il y a 3 ans maintenant, qui est un groupe qui s'appelle I Am Stramgram. Ils viennent de signer avec un label allemand. Pourquoi? Parce qu'on les a fait jouer 2 fois sur des salons professionnels allemands, à l'ITB et à l'IMEX, et qu'ils ont été repérés par un tourneur allemand qui les a fait signer. Et là, voilà, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que je sais que maintenant, I Am Stramgram et tous ces petits copains, ils savent qu'à un moment donné, le tourisme, ça peut aussi leur amener du boulot. Et ça marche pour la musique, mais ça peut marcher pour tout. Donc on a ce sujet que le tourisme ne soit pas là que pour faire bouffer, entre guillemets, les professionnels du tourisme. Ensuite, il faut parler, là aussi je suis toujours dans la dynamique locale. Effectivement, les habitants sont les touristes sur leur territoire, ça a déjà été évoqué. On a mis en ligne un site depuis un peu moins d'1 an maintenant qui s'appelle Un air de Bordeaux, que je vous invite à aller voir, qui est dédié aux habitants. Et qui là aussi, dont l'objectif, c'est de montrer aux habitants que finalement le tourisme, c'est leur affaire, et qu'ils sont effectivement des touristes sur leur territoire, même si le mot tourisme n'est jamais employé sur ce site. Mais l'idée, là aussi, c'est de les faire circuler, de leur faire découvrir l'ensemble des merveilles de leur territoire, qu'elles soient sportives, naturelles, architecturales, gastronomiques ou autres, parce que là aussi, mine de rien, au-delà des habitants eux-mêmes, les professionnels du tourisme, c'est d'abord des habitants. Et quand vous parlez à un réceptionniste d'hôtel, vous ne parlez pas à un réceptionniste d'hôtel, vous parlez à un habitant. Et si vous voulez que le réceptionniste d'hôtel il vende autre chose que les classiques du tourisme, il faut qu'il soit sensibilisé, effectivement, au fait que l'économie touristique d'un territoire, c'est pas l'économie touristique, c'est l'ensemble du territoire qui est concerné, et pas uniquement les 20-80. Donc ça, c'est pour la partie habitant. Et puis, malgré tout, répéter aux habitants, et il faut lutter pied à pied. Moi, je lutte pied à pied pour être fier de notre métier, pour expliquer que le tourisme, c'est pas un gros mot, que c'est du boulot, mais que c'est aussi beaucoup plus que ça, et ne pas hésiter à répondre systématiquement à toutes les âneries qui circulent sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de sujets, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des âneries, quelquefois il y a aussi des choses qui sont réelles, mais il faut être capable aussi d'affirmer avec force et d'assumer effectivement ce qu'on fait. Ensuite, pour ce qui concerne les visiteurs,
globalement, s'ils se concentrent tous aux mêmes endroits, c'est dans une large mesure de notre faute. C'est nous qui leur disons, bien, voilà, quoi faire à Bordeaux aujourd'hui, le top 10 des choses à faire, must-see, etc. Allez donc là. Donc évidemment, on leur dit ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller, hein, c'est logique. Alors, il y a des endroits, on n'a même pas besoin de leur dire d'y aller, ils y vont tout seuls. Hein. Quand vous allez à Paris, vous allez à la Tour Eiffel, vous n'avez pas besoin que l'office vous le dise, ça c'est clair. Mais il y a d'autres sites qu'on flèche pour des raisons diverses et variées, donc on concentre les flux, et on oublie effectivement qu'ils ne sont pas tous finalement là pour venir voir la même chose. Et la plus grande découverte à Bordeaux ces dernières années, c'est que finalement, probablement, les 3 sites emblématiques de Bordeaux aujourd'hui sont 3 sites qui ont moins de 10 ans et qui, les 3, ne sont absolument pas des objets touristiques. Le premier, c'est Darwin, pour ceux qui connaissent Bordeaux. C'était une friche, c'est maintenant un espace de coworking, enfin, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas du tout un objet touristique, c'est devenu probablement le 2e site le plus visité de Bordeaux. Le 2e, c'est le Miroir d'eau. C'était fait pour les Bordelais, enfin, c'est une création urbanistique. Et le 3e, c'est le pont Chamon-Delmas, ce pont levant qui est magnifique. Et voilà, tout ceci, ça a été fait pour les habitants. C'est pas... Alors, Darwin, d'abord, c'est une initiative 100% privée. Et le Miroir d'eau et le pont Chaban, on n'investit pas pour les touristes en réalité. Je mets à part des stations de ski ou autres, où là on investit pour le touriste. Dans un territoire, on n'investit pas pour les touristes, on investit pour les habitants. Et ensuite, les touristes, ils vont s'approprier un certain nombre de symboles, un certain nombre de lieux, et c'est tant mieux. Alors après, on a fait un investissement touristique à Bordeaux d'importance, un et un seul, c'est la Cité du Vin. Donc évidemment qu'on essaie aussi d'envoyer du monde à la Cité du Vin, mais le tri se fait assez naturellement. Après, notre rôle, c'est effectivement d'éviter de concentrer. New York vient depuis un an, ils ont entamé cette démarche-là. Sur le site de l'Office de tourisme de New York, vous n'avez plus le top 10, vous avez un top 100, justement, pour les noyer, pour dire, vous avez le choix entre 100 sites, faites donc votre propre marché, mais ce n'est pas à nous de vous dire finalement où vous devez aller, c'est à vous de choisir parmi ces 100 sites. Et un outil, pour le coup, qui est merveilleux pour faire tout ça, notamment dans les villes, c'est le City Pass. Parce que quand dans un City Pass, vous mettez une 50aine de sites et attractions, il y a évidemment les 10 plus fréquentés, mais il y en a 40 autres qui vont aussi en bénéficier. J'ai l'expérience, moi, assez récente. L'année dernière, pour le coup, on avait été... Alors, désolé pour l'exemple, mais c'était Amsterdam. En famille, vous prenez le City Pass d'Amsterdam, vous allez aller visiter tout un tas de sites que vous n'auriez pas été visités si vous n'aviez pas pris le City Pass. Pour 2 raisons. Un, c'est qu'avec le City Pass, ils sont gratuits. Et c'est 2, c'est que ça vous donne l'idée d'y aller. Et en plus, ça vous dit, tu prends le tram pour y aller, il est gratuit, il est inclus dans ton pass. Donc, on a effectivement un certain nombre d'outils qui permettent effectivement, et nous à Bordeaux, notre City Pass permet aussi d'aller visiter l'ensemble du département de la Gironde. Vous avez Saint-Émilion, vous avez des visites guidées à Arcachon, vous avez la citadelle Le Blaye qui sont incluses dedans. Donc, c'est un merveilleux outil pour faire circuler. En tout cas, on est résolument dans cette logique-là, à la fois de faire circuler les visiteurs et à la fois d'expliquer aux habitants que le tourisme, ce n'est pas juste pour les touristes. Une question pour rebondir sur un terme qui a été utilisé tout à l'heure, Nicolas. On a parlé de dispersion, dispersion sur le territoire. Vous utilisez, il y a une stratégie qui est mise en place pour irriguer un petit peu ce territoire vers peut-être, je ne sais pas, les vignobles autour de Bordeaux, de manière à ce que ça fluidifie les circulations. D'abord, Bordeaux est une ville atypique dans le panorama des villes, puisqu'on finalement, les gens viennent à Bordeaux beaucoup pour voir du vin. Et pas pour voir la ville. Alors, ils découvrent la ville qui est magnifique, mais les étrangers, ils ne viennent pas pour voir la ville. Ils ne savent même pas que c'est une ville. Ils s'imaginent que c'est un bourg agricole. Hein. Ils viennent pour déguster du bon vin et pour voir les châteaux. Et finalement, ils découvrent la ville et très souvent, ils ne vont même pas voir les châteaux parce qu'ils sont tellement subjugués par la ville qu'ils s'arrêtent dans la ville. Et comme en plus, on a aussi des bons bars à vin, etc., et ils ont tendance quelquefois à rester. Donc nous, évidemment, on veut les inciter à visiter. L'Office de tourisme de Bordeaux, bien avant que j'y sois, a été l'initiateur de la commercialisation de circuits effectivement d'excursion dans les vignobles pour que tous ces visiteurs qui arrivaient à Bordeaux en train ou en avion, en tout cas pas véhiculés, puissent aller visiter les châteaux. Ça a démarré il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est effectivement le cœur de à la fois de notre stratégie et de notre modèle. C'est effectivement, on ne souhaite surtout pas garder les visiteurs. On veut qu'ils irriguent le territoire, donc on commercialise beaucoup de circuits sites d'excursion, mais bien au-delà de Bordeaux. On commercialise maintenant depuis 3 ans des excursions vers Cognac, vers la Dordogne et Lascaux, vers le bassin d'Arcachon, etc. Là aussi, un étranger qui vient de très loin, qui va à Paris, nous, ça nous paraît surréaliste, mais il va faire l'aller-retour au Mont-Saint-Michel à la journée depuis Paris ou dans les châteaux de la Loire. Un Français qui va à Montréal, il va faire l'aller-retour pour aller à Tadoussac, pour aller à Valence dans la journée, 8 heures de minibus pour 20 minutes de Zodiac. Et il le fait. Donc, vous pensez bien qu'étant à Bordeaux, faire 2 heures de bus pour aller à Lascaux,
ou à Cognac, nous, ça nous paraît énorme. Pour un visiteur, c'est rien du tout. Donc là aussi, c'est juste leur donner l'idée qu'effectivement, on peut aussi éviter de s'agglutiner autour du miroir d'eau et dans le vieux Bordeaux, et d'aller explorer tout ça, et de leur donner ensuite les moyens de transport. Parce que la clé, elle reste sur le transport. Si vous n'avez pas effectivement des excursions, des circuits ou encore mieux du train, c'est pas la peine d'aller vous exciter à parler de tout ça. S'ils ne peuvent pas y aller, autant pas créer de la frustration. Donc il y a un sujet après sur la logistique. Oui, exact. Jean-Didier, Josette, Christophe, Nicolas, je vous invite à rebondir éventuellement sur le témoignage qui vient d'être donné par Nicolas Martin pour Bordeaux Métropole. Si vous voulez dire un petit mot, ou si ça vous paraît fluide, excellent, fluide comme du Bordeaux. Oui, non, mais c'est assez... Allez-y, ça doit marcher. Ça marche ? Bon. Oui. Bon, c'est formidable. Oui, non, mais c'est vrai que Bordeaux présente un cas intéressant, quoi. C'est vrai que l'image même du produit emblématique cache la ville. Alors ça, c'est encore un autre problème. Je dirais en termes, on est loin du surtourisme, de toute façon. Donc, c'est pas là qu'on va trouver des gisements de tourismophobie, c'est sûr. Par contre, il y a un problème de valorisation, au fond, du patrimoine qui est qu'un patrimoine vedette éclipse tout le reste. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les lieux récents qui sont appropriés aussi comme attraction, un petit peu comme la flamme de Lady Di à Paris, qui est surgie de nulle part, et qui est devenu un lieu de rassemblement extraordinaire. Maintenant, je me demandais si Bordeaux n'était pas aussi victime de son statut de ville fluviale très particulière, parce que vu la largeur de l'estuaire à cet endroit-là, cette ville a une configuration géographique très particulière qui pourrait jouer en sa défaveur, je ne sais pas. C'est juste une hypothèse. Le fleuve est un sujet. C'est à la fois un sujet en ces temps là aussi de phobie d'un peu tout et rien. On a eu un sujet croisière. Certains Bordelais, là aussi très minoritaires, mais malgré tout ils existent et c'est souvent les plus vociférants. On commençait à évoquer le sujet sur les réseaux sociaux, que notre stratégie croisière était suicidaire, qu'on allait détruire la ville, etc. Là aussi, je crois qu'il faut être très pragmatique. Il suffit de rappeler que Bordeaux, c'est 35 escales de croisière par an, là où Barcelone, c'est 2006. Bordeaux, c'est 35 000 croisiéristes par an. Barcelone, c'est 2,6 millions. Bordeaux est un port d'estuaire, donc pour remonter la Garonne et la Gironde, il faut 2 jours, aller-retour. On perd 2 jours de navigation. C'est pas très large, donc les gros bateaux, de toute façon, ne peuvent pas venir. Et en plus, sur la façade atlantique, il y a quand même beaucoup moins de bateaux que sur la Méditerranée. Et puis, il y a un deuxième paramètre, malgré tout, c'est que Bordeaux est un port, et que dans un port, il y a des bateaux. Alors, voilà, et dans un port, il y a des bateaux, dans un aéroport, il y a des avions, dans une gare, il y a des trains. C'est peut-être la palissade, mais il a fallu rappeler que Bordeaux était un port, et que probablement, le port de Bordeaux était beaucoup plus pollué au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Pas pour les mêmes raisons, c'était pas la même pollution, c'était plus tous les déchets qu'on rejetait dans la Garonne. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez boire la Garonne, vous n'allez pas vous régaler, elle est un peu vaseuse, le goût ne sera pas terrible, mais vous allez survivre. Je pense qu'il y a 2 siècles, vous buviez la Garonne, vous risquiez de passer un petit moment pas très bien quand même. Voilà, donc il faut là aussi rappeler tout ça. Et ensuite, on a redécouvert, parce qu'on avait un peu oublié, que l'eau est encore la voie de navigation la plus ancienne et en plus la plus agréable, et probablement en plus, si on le fait bien, la moins polluante, et qu'on est en train, effectivement, mais là aussi au niveau des collectivités, le département et la région, de voir comment on peut faire des navettes fluviales beaucoup plus opérantes, pour que progressivement une partie des problèmes de congestion urbaine de Bordeaux se déplace sur la Garonne avec des bateaux rapides qui permettent d'aller d'un point A à un point B de façon... Et là aussi, cet investissement, il ne sera pas fait pour les touristes, il sera fait pour les habitants. Et les touristes l'utiliseront, mais vu les sommes que ça va coûter, on ne va sûrement pas le faire pour les touristes. Mais bien sûr qu'ils vont en profiter. Alors, moi, je voudrais juste rebondir donc, sur la tourismophobie, qui est un des mots qu'on utilise maintenant beaucoup. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a rejet du tourisme quand le touriste ne se comporte pas bien. Et effectivement, vous avez parlé de l'Espagne, de Barcelone, d'Amsterdam, etc., où il y a quand même un tourisme de jeunes, festifs, qui viennent, fêtent la fête, qui boivent beaucoup trop, ils commencent à boire dès l'aéroport, en partant. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'aéroport d'Heathrow avait... considérer l'éventualité de ne plus servir d'alcool à l'aéroport. Ils arrivent, ils sont déjà bien, comment on dit, bien avinés, et effectivement, après, ils peuvent se comporter de manière tout à fait insupportable. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il y a véritablement le clash.
Et en Espagne, ça a été le cas, hein, à Majorque, à Ibiza, etc. Et c'est contre ça, quand le touriste se comporte relativement bien. Regardez à Venise, en ce moment, on en a marre. Pourquoi? Bon, il y a l'histoire des bateaux, effectivement, mais après, ces touristes qui s'assoient par terre, qui jettent leurs détritus, etc. Bon, c'est pas nouveau, hein, tu l'as dit, Jean Didier. Moi, je me souviens d'une couverture de Time Magazine il y a 20 ans, où on voyait le Michel-Ange à Florence avec les ongles peints. Il y avait des touristes qui avaient peint les ongles de ce malheureux Michel-Ange. Vous voyez le genre, le niveau d'éducation du touriste pour aller s'attaquer à une statue comme ça, emblématique. Donc le problème, à mon avis, il est là. Il est dans les lieux saturés, bien entendu, mais il est aussi quand on a affaire à une population qui ne respecte rien, qui n'est pas éduquée. Mais je pense qu'il faut aussi ajouter à ça le fait qu'il y a aussi une disharmonie locale et que le tourisme permet de faire révéler la disharmonie locale entre les habitants et les politiques locales. Les édiles qui prennent des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens des vœux des habitants. Je veux dire, les grandes dînavies de Venise arrangeaient évidemment certains et embêtaient les habitants. Mais on n'a jamais demandé aux habitants s'ils étaient pour ou contre. Il a fallu qu'ils se révoltent, et ça, c'est pas la faute du touriste. Le touriste à Venise ne demande pas que les grands bateaux passent sur la lagune. Hein. C'est au contraire, il trouve ça horrible comme tout le monde. Enfin, bon. Donc je crois que c'est un peu comme Amsterdam. D'ailleurs, Amsterdam, si j'ai bien compris, on a décidé de faire un développement touristique intensif en disant ici la bière est moins chère et le cannabis est en libre marché, au sortir de la crise économique de 2007-2008. Hein, et ça, on n'a pas demandé leur avis aux habitants de la ville. Hein. Ça a été une décision politique. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. On a le tourisme qu'on mérite. Hein, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Non, mais quand on encourage effectivement les boissons et la consommation de hache, on ne va pas récupérer une élite tranquille qui vient visiter les musées. Moi, j'avais une question à vous poser justement par rapport à cette thématique. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi un problème de culture et de méconnaissance finalement des populations que l'on accueille? Parce que les comportements sur le plan culturel ne sont pas les mêmes, que l'on soit européen, que l'on soit asiatique. Et est-ce que quelque part, faire venir par exemple des Coréens ou des Chinois sur un territoire en France sans avoir pris toute la dimension de la culture et du comportement qu'ils peuvent avoir chez eux et reproduire éventuellement chez nous, est-ce que ça ne peut pas être quelque part source de conflit? Oui, ça, bien sûr, mais je pense qu'on l'a évoqué aussi ce matin, c'est-à-dire que dans la mesure où le tourisme est largement dominé par une politique de l'offre et nettement moins par une politique de la demande, que ce soit tant du côté du récepteur que du côté de l'émetteur, on arrive forcément à ce genre de malentendus, parce que ce sont des malentendus, en fait. Hein, et ça dégénère en clash. Non, on va passer la parole à Nicolas Gicquel maintenant. Bien sûr, mais cela dit, je peux dire qu'en tant que chercheur, pour faire des enquêtes de ce type qui permettraient d'apporter des réponses, des éléments de réponse, une expertise ou bien du visiteur, une expertise aussi, micro, parlez bien dans le micro. Pardon, une expertise auprès des récepteurs, on ne nous donne jamais les moyens de faire ce genre d'enquête, parce qu'on les estime trop lourdes, parce qu'elles sont qualitatives, qu'elles ne sont pas quantitatives, donc on ne va pas ressortir avec des camemberts en disant il y a 20% de ceci, 30% de cela. On va sonder une opinion ambiante, et ça, on a toutes les peines du monde pour faire ce genre de choses, quoi. Et la consultance, vous savez, l'univers impitoyable de la consultance, vous devez faire en 3 mois ce qu'il vous faudrait, il faudrait raisonnablement 2 ans pour faire le travail. Bon. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas les moyens véritablement d'investigation, on court toujours vers ces malentendus dans les contacts. Tout à fait. Ou tant qu'on ne se donnera pas les moyens d'y arriver. Oui, moi, Josette, et après on passera la parole à Nicolas. Je dis juste 2 mots pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a une dizaine d'années, Paris, le directeur de l'Office du tourisme de Paris m'avait dit « Oh là là, on est toujours mal classé sur les problèmes d'accueil, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Écoute, j'en sais rien, moi, il faut demander aux personnes concernées quel est le problème. » Et on a obtenu un budget d'études, là, bon, modeste, mais un budget quand même, qui a permis non seulement d'interroger les touristes, mais j'avais demandé qu'on interroge aussi les habitants. Et c'était la première fois qu'on pouvait le faire. Et là, on avait distingué 3... Bon, d'abord, le touriste qui venait à Paris ne trouvait pas que l'accueil était si mauvais que ça. Hein. Donc, il y avait quand même un problème d'image qui restait sur le mauvais accueil en France. Mais on trouvait qu'au contraire, les Français avaient fait beaucoup de progrès. Mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est les habitants. On avait choisi 3 quartiers. Les quartiers très touristiques, moyennement touristiques,
et pas du tout touristiques. Et ben, dans les quartiers pas touristiques et moyennement touristiques, il n'y avait aucun problème de cohabitation. Au contraire, les gens disaient, on n'avait pas pris des professionnels du tourisme, c'était les habitants du quartier lambda. Et ils disaient énormément de positifs sur les touristes qui venaient dans la ville. Mais vraiment des choses très jolies. Je me souviens, ils me disaient, c'est le monde qui vient à nous, c'est formidable, ça crée une ouverture sur les autres, ça détend l'atmosphère, les touristes, ça donne un air de vacances à la ville, ça nous fait plaisir de les voir déambuler. Ça, c'était quand il n'y avait pas trop de touristes. Et évidemment, dans les quartiers très touristiques, il y en a quand même quelques-uns où il y a saturation, il n'y avait, et ça c'était aussi très intéressant, ce n'était pas du tout la xénophobie, hein, il n'y avait pas du tout l'ombre d'un anti-tourisme, comme on le dit aujourd'hui, mais c'est simplement, bon voilà, dès qu'il y a un peu plus de touristes que d'habitants, la qualité baisse, en particulier la qualité des brasseries, des restaurants, etc. Les prix montent, et ça, malheureusement, il faut quand même le dire, hein, c'est le problème de tous les lieux touristiques. Donc, pour un habitant de Montmartre qui paye déjà assez cher son mètre carré, se retrouver à payer au Café des Deux Moulins, où il avait l'habitude d'aller prendre son café 3 € et quelques pour boire son express, bah, c'est quasiment insupportable. Et puis, son territoire, le trottoir où il avait l'habitude de se promener, a été réquisitionné par les touristes. Donc, vous voyez, c'est quand même toujours le problème de saturation qui va créer ce rejet, et en plus venant de populations qui peuvent être mal éduquées et qui ne respectent rien. Merci. Merci à Nicolas Martin de Bordeaux pour son témoignage. Nicolas Gicquel, quand on a une destination comme la vôtre, qui est une destination réputée et qui aujourd'hui accueille des millions de touristes, comment on gère ce différentiel entre la population locale et le coefficient multiplicateur? Et avec quels moyens? Avec quels moyens, ouais. Sujet intéressant. Alors on est Rochefort-en-Terre, c'est une notoriété bien plus faible que Bordeaux, bien évidemment, mais on y travaille. Des problématiques totalement différentes, et les solutions ou les actions que je vais vous présenter sont à la hauteur du territoire et de ses moyens financiers, bien évidemment. Avant de parler d'actions, juste vous présenter en 2 mots cette petite cité qui a vu sa fréquentation touristique multipliée par 2 en moins de 10 ans. C'est une petite cité de 650 habitants, une centaine d'hectares, donc vraiment tout petit, 70 commerçants et artisans, et des labels qui sont assez connus maintenant. Une petite cité de caractère, beau village fleuri, village préféré des Français 2016, village merveilleux de Noël 2017. Donc on les cumule un petit peu, et ça a un impact bien évidemment sur la fréquentation au quotidien. Une communauté de communes de 25 000 habitants avec une capacité d'investissement d'environ 10-12 millions d'euros. 2 saisons, une saison estivale, bien évidemment, comme partout, et une seconde saison au mois de décembre avec les illuminations de Noël qui attirent près de 300 000 visiteurs avec des pointes de 30 000 personnes, certains soirs de 16h à 20h. Donc vous imaginez les problématiques. À l'office, bien évidemment, fréquentation aussi multipliée par plus de 2, pratiquement 3 même, en moins de 10 ans. Donc là aussi, des problématiques pour nous, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc cette médiatisation récente, avec le village préféré des Français, on était à peu près à 600 000 visiteurs en 2015, et on est passé à plus d'1 million de visiteurs. Et dès le lendemain de l'émission, on a vu une surfréquentation, les camping-cars, etc. Et absolument pas préparé, hein, malgré les avertissements qu'on a pu lever, qu'on lève depuis plusieurs années, parce que les problématiques qu'on a aujourd'hui, même si elles ont été amplifiées avec cette médiatisation, on les connaissait depuis plusieurs années. Et là, forcément, impact médiatique, surfréquentation et problématique derrière de stationnement, de circulation difficile, bien évidemment. Vous imaginez passer 1 million de visiteurs sur une petite cité, 600 habitants et une centaine d'hectares, c'est démentiel. Et les camping-cars, une réelle problématique aussi, puisque pas structurés, hein, donc pour l'accueil, mais aussi tous les services liés à ces camping-cars. Donc ça, un réel souci, et qui n'a toujours pas été réglé sur notre territoire.
un agacement de la population locale qui voit plus de désagréments qu'autre chose et qui, aujourd'hui, commence à ne plus conseiller Rochefort-en-Terre auprès des amis, familles, etc., parce qu'il y a trop de monde. Donc ça, c'est une réelle... On est dans l'effet inverse, voilà, tout à fait, carrément, ouais, de déconseiller de venir. Voilà, tout à fait. En tout cas, à certaines périodes, notamment aux périodes des humiliations au mois de décembre. Agacement aussi, et ça c'est assez paradoxal, de certains commerçants ou artisans qui, certes, gagnent assez bien leur vie, pour ne pas dire plus, mais qui finissent les saisons complètement sur les genoux. Et donc ça pose là aussi des problèmes, notamment au mois de décembre, où ils sont obligés d'engager des vigiles pour gérer les flux au sein de leur magasin. Augmentation aussi des baux commerciaux, bien évidemment, puisque l'offre et la demande fait que voilà, tout le monde en profite, notamment les propriétaires, et un appauvrissement de l'offre, puisque les artisans d'art du territoire, puisque nous en avions pas mal et nous en avons encore, bien heureusement, ne peuvent pas payer ces loyers qui sont beaucoup trop importants. Et pour payer les loyers aujourd'hui sur Rochefort-en-Terre, il faut marger énormément sur les produits. Donc, je ne vais pas vous dire le reste, vous m'avez compris. Mais on a aussi de plus en plus de remarques de la part des visiteurs qui sont enchantés par cette petite cité de caractère qui est effectivement vraiment, vraiment très chouette, mais par contre assez déçus de l'offre qu'on peut y trouver. Christophe, une question, là, parce que je voudrais rebondir là, sur cette problématique. Dans un cas de figure bien précis comme celui-là, comment Office de tourisme de France pourrait se positionner et accompagner justement les destinations candidates à se préparer à ce genre d'impact? Parce que là, on se rend bien compte, vous n'avez pas été élu comme ça sur un coup de tête. Il a bien fallu que vous déposiez une candidature et vous n'avez pas anticipé ce que pouvait éventuellement, ce qu'il pouvait advenir d'être élu quelque part. Donc j'aimerais bien savoir, comment Office de tourisme de France pourrait éventuellement aider, si tant est qu'elle puisse le faire. Alors, premier élément, c'est que la table ronde de cet après-midi, on souhaitait vraiment que ce sujet soit abordé parce que vous avez vu, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un sujet sur la tourismophobie. D'ailleurs, c'est le salon du tourisme à Paris en ce moment. C'était un des sujets qui est abordé, bien sûr. Et donc, on souhaitait véritablement que ce thème-là puisse faire partie des tables rondes proposées lors de ces journées. Ça nous paraissait important, non pas parce que, et ça a été dit par Jean-Didier, ça a été dit par un certain nombre d'intervenants, non pas parce que nous soyons tous concernés au niveau du territoire. Il y a un certain nombre de territoires qui souhaiteraient avoir beaucoup plus de visiteurs. Mais même sur des micro-territoires, on a parfois des surfréquentations qui posent des problèmes. Et donc, comment le gérer? Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de savoir comment les offices du tourisme peuvent s'insérer dans ce dispositif et justement intervenir, et c'est ce que Nicolas a très bien démontré, intervenir tant auprès de la population qu'auprès des professionnels qui sont sur le territoire et bien évidemment des publics qui viennent fréquenter ce territoire. Alors, je ne partage pas tout à fait l'avis tout à l'heure de Josette en disant que l'on a les touristes que l'on mérite. C'est pas, on est dans une démarche qui est une démarche qui nous revient un petit peu comme un boomerang, c'est-à-dire que nous étions tous, les uns et les autres, nous étions dans une démarche qui était une démarche offensive, qui était une démarche de conquête. Et puis tout d'un coup, depuis quelques temps, depuis l'année dernière, peut-être 2 ans maintenant, on a ces remarques qui arrivent d'un peu partout en disant surfréquentation, tourismophobie, etc. Et puis on a maintenant des éléments nouveaux qui sont les éléments autour de l'environnement, de la qualité de l'environnement, des incidences sur l'environnement. Et on souhaitait vraiment être dans cette réflexion-là. Et donc, par rapport à ce que tu posais comme question, justement, je pense que la commission prospective qui pense à la fois sur nos métiers, sur nos structures, et là, on sait que vous avez fait un travail extrêmement important et que l'on va poursuivre ce travail-là. La commission prospective est aussi dans une démarche qui est de réflexion, et je le dis sous le contrôle de Jean-Luc Boulin, qui est ici, qui est responsable aux côtés de Mathieu de cette commission prospective, c'est aussi de réfléchir aux écosystèmes dans lesquels on se trouve. Et donc les écosystèmes, eh bien, c'est justement ces contextes dans lesquels nous nous trouvons, et de trouver des solutions qui ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir un modèle que l'on va dupliquer d'un endroit à un autre, c'est véritablement d'essayer de trouver les solutions en fonction des circonstances. Et quand on est dans des territoires
que l'on a souhaité mettre un peu sous les feux de la rampe comme Rochefort-en-Terre, et puis tout d'un coup, on se retrouve dans une situation qui est ingérable, c'est justement de se dire comment est-ce que finalement c'était une fausse bonne idée. Alors on se dit les médias en courent tous après. Moi, j'ai fait partie de ces directeurs qui couraient après les médias, et c'est normal, mais en même temps, on se retrouve dans des situations parfois que l'on n'a peut-être pas mesurées, donc il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Et puis, moi, si je souhaitais aussi être entouré de Nicolas, si je souhaitais être entouré de Nicolas, c'était parce que je voulais repositionner vraiment les offices de tourisme dans ce contexte-là, parce que, vous le savez, je crois à la pérennité de ces structures-là, bien sûr dans des schémas et dans des contextes qui seront complètement différents de ceux qu'on a pu connaître, mais c'est un des axes sur lesquels je voudrais qu'on réfléchisse. Et donc, voilà, la commission prospective a travaillé hier, elle va poursuivre dans ce schéma-là. Et donc, pour terminer et répondre vraiment à ta question, je fais parfois des parenthèses un peu longues, j'en suis désolé. Oui, ça fait partie des schémas sur lesquels on doit se pencher, sur lesquels on doit réfléchir et sur lesquels on doit accompagner. Non pas donner des conseils, on n'est pas là pour donner des conseils, mais simplement accompagner. Une fois de plus, nous ne sommes pas dans un système descendant. Nous n'avons pas la science infuse au niveau de la fédération, loin s'en faut, ça se saurait. Mais par contre, c'est de vous entendre, d'écouter, d'entendre les remarques de Nicolas et de Nicolas, et justement d'essayer de faire en sorte que les difficultés rencontrées dans un endroit ou dans un autre, eh bien, on puisse y travailler différemment en amont pour prévenir et faire en sorte que ça se passe mieux, mais faire en sorte surtout que les offices du tourisme continuent toujours à être le maillon du développement touristique et du développement du territoire. Merci Christophe. Nicolas, tu voulais intervenir ? Oui, tout ceci nous impose de nous reposer la question, et en particulier nos élus, de à quoi on sert. Et est-ce qu'on est là pour faire venir plus de touristes ? Pour vous donner un exemple, j'avais la semaine dernière mon dernier conseil d'administration avec ma casquette bordelaise, puisque dans 15 jours, je vais voguer vers d'autres cieux plus au sud, pas très loin. Et on avait un débat avec l'ensemble du conseil d'administration, et notamment les professionnels. Et un des professionnels nous disait, mais il y a 4000 chambres d'hôtel qui sont en construction ou en projet de construction à Bordeaux dans les années qui viennent. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus offensifs aux prospections à l'international pour remplir tous ces hôtels. J'étais d'autant plus libre de répondre. D'abord, je suis assez connu pour mon franc-parler, mais là, en plus, étant à 3 semaines de mon départ, je me suis un petit peu fait plaisir. Ça aide bien, hein, ça aide. Hein. Et j'ai répondu à cette dame, vous savez, madame, je ne suis pas là pour garantir le ROI de tous les investisseurs qui viennent à Bordeaux ou ailleurs. Ce n'est pas ça notre métier. Mais il faut l'assumer politiquement. Et il se trouve qu'on est en phase avec mon président là-dessus. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi dire que mais non, on n'est pas toujours à en vouloir toujours plus. Alors, certains territoires ont besoin d'en avoir plus, d'autres non. Et il faut être capable de dire... Aujourd'hui, l'office de tel ou tel territoire, mon boulot, c'est pas d'aller en chercher plus, c'est d'aller en chercher, pas les mêmes, peut-être d'orienter différemment ceux qu'on va chercher, de les cibler plus, les faire venir plus à telle période. Je crois que les périodes où on disait toujours plus, c'est terminé, c'est plus acceptable, c'est plus audible par nos habitants, puis c'est pas forcément une stratégie très intelligente. Après, en fonction du territoire et de la problématique, on peut avoir des discours différents. Soit, oui, on en veut plus parce qu'on n'en a pas assez, soit on en veut moins, soit on en veut plus mais à telle période, pas à telle autre, soit on veut plus de cela mais moins de cela. Enfin voilà. Mais ça oblige à se poser les bonnes questions parce qu'on ne peut plus être attrape-tout comme on était avant. Oui, on est juste là pour les faire venir et pour leur donner des plans. Et on est encore perçu comme ça. Il faut avoir une vraie posture politique, mais au sens noble du terme, que les élus, effectivement, aient une vraie vision, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, de qu'est-ce qu'ils veulent faire du tourisme sur le territoire. Et d'ailleurs, pas uniquement du tourisme. Le tourisme n'est qu'un aspect aujourd'hui, c'est pas pour rien que beaucoup de collectivités fusionnent plus ou moins bien le tourisme avec l'attractivité économique, c'est qu'on n'est jamais qu'une des dents du râteau, mais encore faut-il qu'on ait donné, on dise au râteau ce qu'il doit faire, et c'est pas toujours très clair. Merci. Nicolas, pour conclure cette table ronde. Juste pour compléter ce qui a été dit et pour parler de quelques actions que nous avons menées, nous, office et collectivité, puisque j'ai là, alors je ne sais pas si c'est une chance pour le territoire ou pour moi, mais en tout cas j'ai les 2 casquettes. Il n'y a pas de référent tourisme à la collectivité, et j'ai les 2 casquettes, chargé de mission tourisme et directeur de l'office de tourisme. Et donc les élus, suite à cette médiatisation, cette surfréquentation, cette fréquentation, puisque la surfréquentation elle est très ponctuelle, j'ai grossi un peu le trait, mais globalement, voilà, ça se passe relativement bien. Les élus ont pris conscience de l'intérêt de l'activité touristique
Et nous avons signé avec le département un contrat d'attractivité touristique. Alors, un contrat d'attractivité touristique, ce n'est pas pour attirer plus de monde, mais c'est plutôt pour structurer une offre et diffuser ces visiteurs sur un territoire beaucoup plus large. Donc, je vous disais tout à l'heure que la capacité d'investissement de la collectivité était de 10-12 millions. Ce contrat d'attractivité sur 4 ans, c'est 6 millions d'investissements pour la collectivité. Donc, c'est un signe fort pour cette petite collectivité, et c'est un peu moins d'1 million d'aides du département qui nous accompagne bien sur ce projet. En quelques mots, les axes, c'est développer les mobilités pour diffuser la population de Rochefort vers un territoire un peu plus large, je l'ai dit, faire des loisirs nature principalement chez nous, un levier économique pour le territoire et tous les acteurs du territoire. Le tourisme, c'est de l'aménagement du territoire, y compris pour la population locale, puisque ce contrat d'attractivité que j'ai rédigé, puisque les élus m'ont confié cette tâche, systématiquement, les habitants étaient au centre de la réflexion, et tous les aménagements et toutes les structurations qui vont voir le jour dans les 4 prochaines années vont servir bien évidemment à la population locale qui sans doute acceptera un petit peu mieux cette fréquentation. Valorisation des patrimoines au sens large. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un appauvrissement de l'offre, notamment sur Rochefort, puisque les artisans d'art ne pouvaient plus payer les loyers qui augmentaient. Donc là, on va travailler avec eux pour essayer de trouver des solutions pour préserver ce savoir et ce savoir-faire qui est l'ADN de Rochefort, et les faire vivre de leur activité. Et la dernière action de ce contrat d'attractivité, c'est qu'on a intitulé « De l'accueil à la mise en marché ». L'accueil, là aussi, au sens large, puisqu'on accueille aussi, je n'en ai pas parlé, mais 350 cars sur cette petite cité, ce qui n'est pas neutre, accueillis par l'Office, mais sans doute plus près de 400, puisqu'il y en a quelques-uns qui ne passent pas par l'Office. Mais c'est exceptionnel pour cette petite cité. Donc l'accueil, vous le savez aussi bien que moi, quand il y a des cars, il y a des services de base à assurer. Et la mise en marché pour optimiser les retombées aussi liées à ce tourisme sur un territoire plus large que Rochefort-en-Terre. Nous, on communique de moins en moins sur Rochefort-en-Terre. Alors, on a assez peu de moyens, et je considère que c'est pas notre rôle. C'est plus le rôle des destinations, le Morbihan et la Bretagne. Nous, on est là plus pour faire consommer les visiteurs sur notre territoire. On a la chance d'avoir la presse qui nous suit. Aujourd'hui, la presse et même la télé nous appellent, donc c'est assez agréable, je vous l'avoue. On n'a pas besoin de les démarcher, voire de les supplier. Et en quelques années, on a dû passer en 3 ans devant au moins 15 millions de téléspectateurs. Et pour Rochefort-en-Terre, c'est assez exceptionnel. On valorise et on vend une destination beaucoup plus large que notre micro-territoire, hein, bien évidemment, une vision de clients. Et on attend beaucoup on est en train de mettre en place une stratégie commerciale partagée avec les sociopros. On attend beaucoup, et les premiers retours sont extrêmement intéressants, hein, pour fédérer l'ensemble des acteurs du territoire, et ils attendent beaucoup de l'Office et de la stratégie commerciale pour pouvoir bénéficier de cette manne touristique et diffuser, encore une fois, cette clientèle sur un territoire beaucoup plus large. On estime à peu près à 40-50 km l'impact de Rochefort-en-Terre sur le territoire. Donc ça, c'est pas anodin non plus. Merci. Merci aux deux Nicolas pour vos témoignages. Merci Josette, merci Jean-Didier, merci Christophe également pour sa présence sur cette table ronde. On pourrait en parler encore des heures. Ce que je vous propose, c'est d'en discuter lorsque nous aurons la pause bistrot au thé tout à l'heure. Nous allons vous inviter maintenant à... Je pense qu'on pourrait les applaudir, hein, pour cette table ronde fort intéressante. Merci. Et donc, nous allons vous inviter maintenant à aller dans les ateliers pour en savoir plus. Donc, les Actus Tourisme, atelier numéro 1 au niveau +2. Donc, le RGPD par Marine Vaquette, juriste de Capstan Avocat. Atelier numéro 2, toujours au niveau +2, la convention collective par Laurent Deschaux, toujours donc pour le groupe Capstan Avocat. Atelier numéro 3 au niveau +1, donc ici à l'auditorium, la responsabilité de l'Office du tourisme qui commercialise, actualisation suite à la directive européenne en matière de tourisme, donc par Elise Fabing du cabinet BDD. Et puis atelier 4 au niveau +2, optimiser le fonctionnement de son EPIC par Alice Goudner,
donc du cabinet BDD Avocats. On se retrouve ensuite à la pause. Et puis, lors de la pause, vous aurez un atelier inspirant « Capitaliser le positif » de Carole Bourdeau. Et puis également de 16h à 16h20, alors en décalage forcément au niveau du timing, la présentation du label Famille Plus par l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, et l'Association nationale des maires des stations de montagne, donc avec la présence exceptionnelle de Géraldine Leduc et de Laure Froissart. Merci à toutes et à tous, et à tout à l'heure pour la suite du programme. Si vous trouvez une montre, Madame Sexic a perdu sa montre entre le restaurant de niveau plus 2 et l'espace ici. Merci beaucoup.